Catherine, je te passe la parole. Parfait, merci beaucoup Laurence. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On est très heureux, moi et Adrien, de pouvoir ouvrir la semaine de l'innovation sociale. Donc, comme vous le savez déjà, l'événement d'aujourd'hui portera sur le bénévolat et nous avons la chance d'accueillir Mme Consuelo Vasquez, professeure au département de communication de l'UQAM, qui se spécialise dans le sujet aussi du bénévolat. Aujourd'hui, elle nous présentera le bénévolat sur un regard critique. Et pendant la présentation, si vous avez des questions, vous pouvez lever votre main virtuellement, ou sinon l'écrire dans le chat et je ferai le message à Mme Vasquez pour qu'elle puisse répondre au courant de la présentation. Si vous préférez, à la fin, il y aura une petite période de questions, donc vous pouvez aussi les poser à ce moment-là. Donc, à la suite de sa présentation, on va faire aussi un court atelier de co-création afin de trouver des solutions aux enjeux qui vont avoir été proposés. Et donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Vasquez et merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Merci Catherine et Adrien pour cette invitation. Merci aussi aux organisateurs et organisatrices de cette semaine qui, en tout cas, j'ai vu le programme, c'est vraiment très intéressant ce que vous proposez et je suis vraiment très honorée d'ouvrir la semaine avec une thématique qui me tient vraiment à cœur et sur laquelle je travaille avec d'autres collègues depuis maintenant 5 ans, qui est celle du bénévolat. Mais avant, me présenter un petit peu parce que en fait, je pense que c'est la première fois que je vous connais. Je vois les noms défiler, mais je ne vous ai pas rencontré ou peut-être et je ne me souviens pas. Donc, comme le disait Catherine, je suis professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Je suis une diplômée de l'Université de Montréal et j'habite en fait très proche des HEC. Donc, pour moi, c'est mon quartier, HEC Montréal. La bibliothèque, je l'ai fréquentée à plusieurs reprises pendant ma maîtrise et mon doctorat. Mais je suis, peut-être vous l'avez remarqué par mon prénom, je suis en fait chilienne. Et ça fait maintenant 20 ans que je suis donc résidente, en fait canadienne, habitant au Canada. Je me spécialise en fait en communication organisationnelle et plus spécifiquement dans une approche qu'on appelle l'approche de la communication constitutive des organisations. Donc, pour faire ça très court, c'est une approche dans laquelle on regarde le rôle clé de la communication dans des processus organisants. Donc, on est plus dans des approches processuelles de comprendre l'organisation en train de se faire à partir de pratiques. Et c'est vraiment cette même approche, en fait, qui nous a permis avec une équipe de recherche d'aborder le bénévolat et le phénomène du bénévolat. D'ailleurs, justement, quand on s'intéresse au bénévolat à partir d'une approche comme celle des approches CCO, qui est l'acronyme pour Communicative Constitution of Organization, on va s'intéresser à comment le bénévolat s'organise et aussi à quels sont les facteurs justement qui facilitent ou contraignent ce bénévolat. Et on s'intéresse beaucoup en fait aux interactions. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est en fait le résultat d'un travail d'équipe, d'un projet de recherche qui a été financé par le CRSH et que, en fait, le nom pour la demande de subvention était vraiment très compliqué, mais finalement, on a joué un peu avec le titre, puis on a voulu donner un nom au projet un petit peu plus sexy. Donc, c'est le bénévolat en mouvement. Vous voyez le logo et le nom à l'écran. Donc, un projet de recherche interuniversitaire où ont participé des chercheurs et chercheuses de l'UQAM, de l'Université d'Ottawa, de l'ATLUC et aussi de l'Université du Québec à Chicoutimi. Et dans le cadre de ce projet, nous avons mené 5 études de cas utilisant des approches de type ethnographique, donc entrevues, observations, analyse documentaire, dans des milieux très différents comme le milieu hospitalier, les organismes communautaires, le milieu militant, mais aussi des organisations à but non lucratif. Et donc, c'est entre autres à partir des constats de ces recherches, mais aussi donc de la littérature qui s'intéresse au bénévolat que je propose aujourd'hui de réfléchir avec vous et discuter avec vous sur le bénévolat. À partir d'un regard, comme l'a bien dit Catherine, qui est critique, parce qu'on a souvent tendance à penser au bénévolat de manière, on va dire, idéalisée.
et je vais y revenir. Mais quand on regarde le bénévolat d'un point de vue critique, ça soulève en fait quelques enjeux par rapport à la manière dont, notamment en Occident, dans les pays occidentaux, on a façonné, défini, instrumentalisé le bénévolat, les effets que ça peut avoir sur les personnes bénévoles, mais aussi sur les personnes qui travaillent avec eux, les organismes communautaires, etc., mais aussi les effets que ça a sur notre société. Donc, c'est un peu ce que je vous propose aujourd'hui avec cette présentation. Mais avant de commencer, je voudrais, vu qu'on n'est pas très nombreux, je crois, je ne vois pas tous, je voudrais vous demander très rapidement à quoi associez-vous le mot bénévolat? Quels sont les mots qui vous viennent comme ça, sur les bouts des lèvres, quand on dit bénévolat ou bénévole? C'est quoi les mots qui vous viennent à l'esprit? Vous pouvez l'écrire dans la conversation ou lever la main si vous voulez le dire à voix haute. Je vais recueillir quelques mots comme ça avant de procéder. Oui. Jean-Pierre, ben, je te laisse Catherine parce que moi je vois juste une partie de l'écran. Oui, donc, Philippe Jean-Pierre? Il y en a des usagers, là, si ça te va. Oui. J'ai comme manqué un bout. Il y a quelqu'un qui parlait en même temps, mais je n'ai pas compris le mot. Donc, est-ce que cette personne pourrait répéter? Ah, bon, ben... Philippe Jean-Pierre, je pense que vous vouliez... Votre micro est fermé. Le bénévolat est pour moi synonyme de trait d'union dans la société et je dirais aussi, renvoie à la dimension d'une forme de générosité et enfin on va dire, de valeur, de contribution à la valeur sociale, au lien, au vivre ensemble. Merci. Donc, trait d'union, on a le lien, on a la générosité, la valeur sociale. Je vois Mylène. J'ai Mylène. Oui, donc... Oh, excuse-moi, allez-y. C'est pas de problème. Moi, je dirais implication. Oui, merci Mylène. Est-ce que d'autres mots vous viennent à l'esprit? Donc, on a lien social, implication, on a parlé de valeur sociale, de générosité. Je vous montre un petit peu un nuage de mots qui, à partir de textes sur le bénévolat que j'ai trouvé en ligne et que j'ai colligé. Donc, on voit que la générosité apparaît. On voit aussi certains, bon, la question de la cause, engagement, les mots altruisme, bonté, implication, communauté. Donc, vous voyez à l'écran, ce sont justement, disons, on pourrait dire l'univers sémantique qu'on va justement associer à la parole ou au concept de bénévolat. Et effectivement, c'est ce qui nous vient à l'esprit parce que, bon, en tout cas, personnellement, moi, ça fait des années que je fais du bénévolat et quand je vois ce nuage de mots, je m'y reconnais. Je reconnais cette façon d'en parler, mais en même temps, ce que ce nuage de mots reflète, c'est ce que je disais tantôt, cette forme d'idéalisation qu'on a du bénévolat et surtout cette idée donc du bénévolat comme un don de soi, comme une forme d'essentialiser justement le bénévolat comme étant une caractéristique essentiellement, en fait, uniquement humaine. Et cette même idéalisation, on la retrouve aussi non seulement dans le langage quotidien, mais on la retrouve aussi dans les définitions qu'on a du bénévolat. Donc, vous en avez ici certaines, c'est repris en fait d'un article que j'ai coécrit avec Sophie Delfa et Samuel Lamoureux, donc qui participent aussi à la recherche de bénévolat en mouvement. Et dans cet article, on avait un encadré pour montrer justement quelques définitions courantes qu'on a du bénévolat. Donc, par exemple, des individus qui s'associent, qui s'engagent avec d'autres personnes, groupes ou organisations, une action non obligatoire, sans rémunération. La question de la gratuité revient souvent dans les définitions de bénévolat. Dirigé vers autrui, donc ce n'est pas on a la dimension altruiste ici. Le don est la marque du bénévolat, vous le voyez donc dans la troisième définition, donc l'idée de solidarité,
Et finalement, on a cette idée donc d'une manière d'être ensemble, donc le lien social dont on faisait référence tantôt. Donc, ce qu'on voit ici, c'est donc le point en commun dans ces définitions, c'est vraiment cette idée d'un engagement gratuit qui est pour une cause et qui souvent va prendre la forme d'un don de soi et un don de son temps. D'ailleurs, c'est une manière dont on mesure l'implication bénévole, c'est en nombre d'heures ou en nombre de jours et aussi la durée. Donc, est-ce que c'est une implication qui est ponctuelle ou une durée, par exemple, plusieurs années d'implication auprès d'un organisme? Donc, avec Sophie et Samuel, notamment dans cet article, on proposait une certaine critique à ces définitions parce qu'on trouve que ce sont des définitions qui sont réductrices. Parce qu'en fait, le bénévolat, oui, peut ressembler à ça, mais d'ailleurs, quand on pose des questions aux bénévoles, quand on regarde aussi des questionnaires qui ont été faits auprès de bénévoles, comme par exemple ceux proposés par le Réseau d'action bénévole du Québec, on se rend compte que les motivations pour bénévoler, et j'aime bien ce verbe qui est proposé par le RABQ, vont au-delà de l'altruisme et du don de soi. Ça peut être pour des raisons d'insertion, de socialisation, ça peut être aussi pour des raisons disons, dans l'immigration pour s'insérer dans un nouveau milieu, ça peut être aussi pour développer son curriculum vitae. Donc, il y en a plein des motivations et ce don de soi ou l'altruisme en est une, mais n'est pas unique. Donc ça, c'est une première, disons, critique que l'on peut faire à cette idéalisation du bénévolat. Mais il y en a d'autres, comme par exemple le fait que ça crée une espèce de standard qu'est-ce que devrait être une implication bénévole. Et donc, toutes ces autres raisons pour faire du bénévolat seraient critiquées, mises de côté, encore une fois, parce qu'il y a une forme de pureté d'engagement et de don qui est mise en place. Une dernière chose qu'on critique aussi par rapport à ces définitions, c'est le fait que on retrouve en fait une simplification du bénévolat, une définition qui est assez simple et qui ne rend pas compte en fait de sa complexité et du fait que c'est du travail, c'est un travail qui génère une valeur et donc cette idée de gratuité est aussi un peu à questionner. Et comme je le disais tantôt, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on essaie de mettre en place peut-être quelques éléments pour déconstruire cette notion assez commune du bénévolat. Et d'ailleurs, avant de continuer, juste pour vous raconter une petite anecdote, dans les différents terrains de recherche qu'on a menés dans le cadre de bénévolat en mouvement, comme je vous le disais, c'était dans des milieux très divers. Quand on contactait les personnes pour les demander en entrevue, on leur disait, bon, on est en train de faire une recherche sur les bénévolats, on nous a donné votre nom, est-ce que vous seriez intéressé, disponible pour une entrevue? Et systématiquement, on avait comme réponse, ah, mais je ne pense pas que je suis la bonne personne pour vous parce que je ne me considère pas comme un bénévole. Et en fait, toutes nos entrevues commençaient par ce constat que les personnes qu'on interviewait utilisaient d'autres façons de définir leur action et s'éloignaient en fait pour différentes raisons de cette notion de bénévolat. Par exemple, les personnes qui étaient associées à des organismes communautaires ou, disons, plus dans des actions militantes, allaient préférer engagement, implication, militantisme, activisme. Donc, on était plutôt dans cet ordre de choses. Mais même d'autres bénévoles, par exemple, on a fait une recherche auprès de bénévoles impliqués dans la collecte de fonds pour la Société canadienne du cancer, donc un événement de collecte de fonds qui s'appelle le Relais pour la vie. Et pour eux, en fait, le terme bénévolat ou les bénévoles étaient les personnes qui venaient ponctuellement s'impliquer le jour du relais, mais eux qui étaient membres du comité organisateur allaient utiliser des termes comme membres du comité organisateur, comme par exemple porte-parole ou représentant de la Société canadienne du cancer. Pour eux, bénévolat n'était pas assez pour vraiment signifier le rôle et l'engagement qu'ils avaient en tant que membres de ce comité organisateur. Donc, déjà là, on voit que le terme peut poser problème pour différentes raisons, d'où l'intérêt donc d'y réfléchir et de voir comment on peut déconstruire cette notion ou cette
ou cette préconception qu'on a du bénévolat comme étant, encore une fois, ce don de soi, cette activité gratuite d'engagement envers autres, etc. Donc, une première façon de s'y prendre, et c'est en fait Colin Rochester, Alice Payne et Stephen Howell dans un ouvrage en fait paru en 2010. Ils nous proposent donc 3 paradigmes du bénévolat qui nous permettent de voir justement d'aller au-delà de cette idée du don de soi. Le premier paradigme qu'ils appellent celui du non lucratif et qui est le plus commun en Amérique du Nord et aussi en Europe, notamment en Grande-Bretagne, et celui qui est associé à cette notion du bénévolat comme un service gratuit. Donc, souvent associé à la sphère, oui? Est-ce qu'il y avait une question? Non, excusez-moi. OK. Donc, souvent associé à la sphère du care et donc des services sociaux et des services de santé, ça va être donc une des façons de comprendre le bénévolat. Le deuxième paradigme que ces auteurs proposent est celui donc de la société civile et qui vont donc associer à des actions menées de manière collective. Souvent, on va retrouver aussi ça dans des pays occidentaux, mais ici, on a cette idée du militantisme ou de l'activisme, donc d'un engagement social et qui, encore une fois, va se manifester dans des engagements qui sont collectifs. Le dernier paradigme qu'ils ont donc identifié, c'est celui donc du loisir sérieux et qui ici en fait perçoit le bénévolat comme une activité qui va se réaliser plus par enthousiasme, par désir d'épanouissement personnel que par altruisme. Et donc là encore, on voit une différence avec cette notion de bénévolat à laquelle on est plus habitué. Pour ces auteurs, en fait, juste se cantonner à un des 3 paradigmes n'est pas assez, et même de considérer ces 3 paradigmes de façon donc différenciée n'est pas suffisant. Ce qu'ils proposent en fait, c'est plutôt des croisements. Donc, on pourrait avoir un bénévolat qui croise le service gratuit avec l'activisme et le loisir sérieux, etc. Ou en fait, même les 3 paradigmes. Et là, on commence à avoir, une certaine complexité qui répond davantage aux pratiques de bénévolat et aussi à la manière dont les gens eux-mêmes vont définir et identifier ce qu'ils font. Une autre façon de s'y prendre, et c'est un peu vers là où j'aimerais vous amener aujourd'hui, c'est de considérer le bénévolat comme du travail. Souvent, on a tendance à justement distinguer le bénévolat du travail professionnel, et je vais y revenir. Mais quand on y pense, si on pense aux pratiques de bénévolat, ce qui est fait est du travail. Donc, on va même des fois avoir les mêmes tâches que des personnes qui sont employées. Je pense des fois dans le milieu associatif ou communautaire, oui, le bénévole peut être en charge de faire des appels téléphoniques, mais de plus en plus, on a ce qu'on appelle des super bénévoles ou des bénévoles qui ont des postes stratégiques qui vont vraiment être de pair et avoir une relation même beaucoup plus horizontale avec les employés ou le staff de l'organisation. Donc ici, vous avez donc l'Organisation internationale du travail qui inscrit le bénévolat comme étant une des formes de travail. Et comme vous le voyez à l'écran, il y a 2 axes en fait dans lesquels il présente cette typologie des formes de travail. Un axe qui identifie ce qui est un travail rémunéré et non rémunéré. Et aussi un autre axe qui identifie si ce travail est pour usage propre ou pour les autres. Et le bénévolat se trouve vraiment au croisement de ces deux, donc non rémunéré et pour usage des autres. Déjà là, on voit une certaine reconnaissance du bénévolat comme travail, mais on peut aller un petit peu plus loin parce que même là, cette question de rémunéré, non rémunéré pour les autres ou propre, usage propre, peut aussi être remise en question. Dans l'article dont je faisais référence, donc avec Sophie Delfa et Samuel Lamoureux, on veut justement discuter, réfléchir à cette idée du bénévolat comme une forme de travail qui, justement parce que cette frontière entre ce qui est bénévolat et ce qui est travail est assez floue, et aussi de s'intéresser au bénévolat, ça nous permet aussi de réfléchir
au travail et aux formes de travail, disons, rémunérées. Donc, on voit en fait une richesse dans ce dialogue que peut apporter le bénévolat dès qu'on commence à le comprendre comme étant une forme de travail et un travail justement qui a certaines caractéristiques dont on va parler aujourd'hui. Donc, si on regarde ici plus spécifiquement une certaine littérature qui est assez forte dans la littérature sur le bénévolat et qui est celle de la professionnalisation du bénévolat, on va parler du bénévolat comme un travail, mais ici on va parler, en fait, on va le positionner vis-à-vis le travail payé ou le travail rémunéré. Donc, on est dans cette, on va dire, dualité entre un travail rémunéré, donc celui justement considéré souvent comme professionnel, et un travail non rémunéré qui serait le bénévolat et qui souvent, encore une fois, à cause de cette dualité, va être associé à un travail qui est non professionnel. Donc, dans cette littérature, il y a certains auteurs et certaines autrices qui vont justement se questionner sur la professionnalisation du bénévolat et sur qui découle finalement d'une colonisation des logiques et des discours du secteur privé vers le secteur à but non lucratif. C'est aussi ce qu'on a vu avec le secteur public, par exemple avec le New Management dans le secteur public qui dans les années 80. Ce même mouvement, on le voit aussi, excusez-moi, dans le secteur à but non lucratif, notamment dans une forme de managérialisation qu'on va trouver dans les organismes à but non lucratif, dans le secteur aussi associatif et bénévole. Et aussi, la professionnalisation du bénévolat en est une manifestation. Donc, comment ça se traduit concrètement, cette professionnalisation? Ça va être par une forme de standardisation, par exemple, des pratiques des bénévoles, une forme de bureaucratisation et aussi une forme d'instrumentalisation du bénévolat qui opérée finalement par les organisations et les organismes communautaires et autres. On voit aussi de plus en plus ce qu'on appelle le bénévolat axé sur les compétences et je vais vous donner quelques exemples par la suite et un bénévolat aussi axé sur la performance. Donc, les questions d'excellence, de performance sont au même niveau que pour des personnes employées. Donc, de mesure aussi de la performance et d'évaluation de la performance. Et on parle de plus en plus même d'une carrière bénévole, donc de vouloir offrir aux bénévoles une carrière pour assurer une forme de fidélisation et d'engagement dans le temps auprès de certaines organisations. Le problème, en fait, ou un des problèmes avec cette forte tendance à la professionnalisation, c'est que elle repose sur un présupposé qui viendrait à opposer, comme je le disais tantôt, le travail rémunéré du travail bénévole et qui, de manière sous-jacente, donc c'est pas explicite, mais quand on creuse justement les études là-dessus et les manières dont ça s'est opérationnalisé, ce qu'on voit, c'est que le travail bénévole continue à être considéré comme un travail gratuit, amateur, donc non professionnel, de faible statut, et donc qui doit être professionnalisé pour améliorer la performance. On retrouve beaucoup dans la littérature cette idée que l'implication bénévole, elle n'est pas assurée, qu'il y a un manque de professionnalisme dans les activités des bénévoles, qu'ils sont non-reliable, donc peu fiables parce qu'ils peuvent acquitter à n'importe quel moment, qu'ils ne répondent pas aux mêmes standards que les standards donc des employés. Et donc, face à ce constat, qui vient dévaloriser finalement le travail bénévole du travail, on va dire professionnel, il faut donc le professionnaliser pour augmenter le standard et augmenter la performance. Et là, en fait, il y a pour moi, en fait, je parlais à mon nom, il y a un problème parce que dans cette dévalorisation, il y a une forme d'invisibilisation qui se met en place. Je vais revenir dans quelques instants. Donc, on peut parler du bénévolat d'ailleurs comme un travail invisible, au même titre que des chercheurs féministes ont parlé du travail domestique comme travail invisible. Mais je vais y revenir. Donc, quelques exemples de cette professionnalisation. Je vous disais tantôt,
On a le bénévolat axé sur les compétences. Ici, vous avez une petite définition donc du site Bénévole Canada, qui est un site qui n'est pas gouvernemental du tout, mais c'est une initiative d'ailleurs non gouvernementale. Intéressant à noter, plusieurs fondations y font partie. Donc, qui propose en général sur ce site, il y a des outils, des synthèses, mais c'est surtout axé sur des outils pour améliorer la gestion du bénévolat dans les organisations et les entreprises. Et donc, cette Bénévolat Canada est une forte promotrice de ce bénévolat axé sur les compétences. Et donc, comme vous le voyez à l'écran, c'est un bénévolat qui va vraiment viser sur l'expérience des bénévoles. On revient encore une fois avec cette idée d'engagement et de gratuité, mais l'idée, tout simplement, c'est que les bénévoles puissent apporter leurs compétences et expertise à l'organisation ou pour une cause et en même temps puissent développer donc des nouvelles compétences. Et ça, c'est un discours qu'on voit beaucoup chez les mêmes bénévoles aussi qui vont dire, mais je me suis engagée pour développer des nouvelles compétences ou moi, j'ai cette expertise, par exemple, en comptabilité, donc j'apporte cette expertise pour l'organisation d'un événement, pour tout ce qui est l'événementiel. Un autre exemple ici tiré de la littérature, donc c'est Akers et Akers-Johnson qui justement ont proposé ce terme de bénévolat professionnel pour essayer d'éviter cette dévalorisation du bénévolat, mais aussi pour cibler un certain type de bénévolat qui est celui dans lequel il y a des professionnels hautement donc qualifiés. Donc, même s'il y a disons, derrière cette volonté des auteurs de revaloriser le bénévolat, la manière dont ils s'y prennent, c'est encore une fois en mettant de l'avant les expertises professionnelles et donc, d'une certaine manière, pas nécessairement des expertises qu'on pourrait nommer expertise bénévole. Dans cette même lignée, on va trouver aussi cette notion de bénévolat d'expertise. Il y a d'ailleurs un organisme à Québec qui se propose de faire le jumelage entre des organismes à but non lucratif et des bénévoles dits experts et donc justement créer ce lien entre l'expertise que peuvent apporter ces personnes et les organismes qui en ont besoin. Je vous ai mis ici à l'écran, juste sur leur site web, ils ont des caractéristiques du bénévole expert et vous avez remarqué, le professionnalisme en est un. On a la notion d'expérience aussi qui est centrale. Bon, évidemment, partage d'expertise, donc encore une fois, cette question d'expertise est mise de l'avant et d'autres éléments liés à la rigueur, honnêteté, écoute, etc. Donc, voici des exemples justement de symptômes qu'on pourrait dire de cette professionnalisation du bénévolat et je veux insister là-dessus, c'est pas en fait que c'est mauvais. J'aime pas parler dans les termes de bon ou mauvais. Donc, il n'y a pas nécessairement quelque chose de néfaste dans le vouloir professionnaliser, mais c'est pourquoi on pose comme question ici. Pourquoi professionnaliser le bénévolat? Qu'est-ce qui fait que cette professionnalisation est nécessaire? Qu'est-ce que ça sous-tend aussi en termes de discours quand on parle de la professionnalisation du bénévolat? Mais aussi de voir que cette professionnalisation vient avec certaines conséquences. Notamment, je le disais tantôt, il y a une standardisation du travail bénévole et en fait, le bénévolat est caractérisé entre autres, et ça c'est documenté dans la littérature, par cette spontanéité. Et d'ailleurs, il y a certains chercheurs comme Lacour qui parlent en fait du bénévolat comme une pratique paradoxale où à la fois il y a un besoin de structure et certaines organisations. Par exemple, les bénévoles vont vouloir savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment, dans quel temps, comme n'importe quelle tâche qu'on doit réaliser. Mais en même temps, il y a un désir de spontanéité, d'informalité, cette dimension qui est peut-être plus liée à la sociabilité, qui est liée à le tissage de liens. Et donc, quand on standardise, on hyper-standardise le travail bénévole, on perd finalement cette dimension justement qui est plus informelle. Ce qu'on voit aussi, c'est une approche de ressources humaines pour gérer les bénévoles et ça, on le retrouve dans les recherches qu'on a faites, dans le discours, en fait, des personnes qui travaillent avec des bénévoles, même dans le milieu communautaire et dans le secteur associatif, cette idée de gestion de bénévoles et on applique exactement la même logique pour la gestion des ressources humaines non bénévoles dans celle du bénévolat.
Mais là encore, un petit problème, qu'est-ce qu'on fait du fait que ces bénévoles n'ont pas nécessairement un contrat de travail, que les motivations sont plusieurs, que la question des valeurs aussi est centrale dans ce type d'engagement. Donc, encore une fois, le fait de simplement reprendre ces logiques et discours et pratiques de la gestion de ressources humaines pour les bénévolats peut être problématique. On voit aussi une incrémentation des tensions et ça, entre autres, c'est entre les bénévoles et les employés parce que à cause de cette mise de l'avant des expertises et des compétences, des fois, il y a une forme d'interchangeabilité entre le rôle et ça peut causer une certaine crainte auprès des personnes employées. Et finalement, une autre conséquence qu'on peut noter, c'est une exigence en termes de performance. Donc, des bénévoles mis sous pression pour être et devenir de plus en plus professionnels. Et j'ai ici quelques exemples tirés justement d'une des recherches que nous avons faites. Je vous racontais tantôt par rapport à ces bénévoles de comités organisateurs d'événements de collecte de fonds, notamment auprès de la Société canadienne du cancer. Quelques citations qui montrent justement cette espèce de standard et idéalisation de leur rôle. Il faut expliquer un petit peu de contexte ici. Ces bénévoles, en fait, s'engagent pour une durée de 9 mois pour organiser l'événement. Le temps d'engagement est souvent de 10 heures à 15 heures par semaine et quand l'événement approche, là, en fait, on a vraiment des 20 heures par semaine très facilement pour l'organisation de l'événement. On parle d'une quinzaine à 20 bénévoles par comité, mais c'est quelque chose qu'on a trouvé de manière récurrente. On a fait le suivi auprès de 4 comités dans différentes villes au Québec et on voyait cette espèce de pression sur eux d'être capable de répondre aux attentes qui vient avec le rôle de membre de ce comité organisateur. Donc, par exemple, j'en prends une. Si l'on veut s'impliquer, il faut vraiment aller jusqu'au bout, il faut tenir ses engagements vis-à-vis le projet et les autres bénévoles. Ici, c'est une bénévole qui parle justement d'autres bénévoles qui ne respectent pas leur engagement et pour elle, c'est vraiment important de respecter les engagements jusqu'au bout. Dans un autre extrait, je vais vous lire, donc ici on parle du président du comité. Ils disent, bon, il y en a qui vont donner beaucoup plus que d'autres. Je me demande si Étienne, qui est justement le président, arrive à faire autre chose de sa vie. Je sais qu'il le fait, mais vous savez, il se dévoue corps et âme. Et donc, l'idéalisation de cet engagement d'Étienne, on l'a retrouvé aussi auprès des autres comités, dans les présidents ou présidentes qui étaient responsables. Et ça posait vraiment un problème, notamment en termes de continuité. D'ailleurs, c'est ce qu'Étienne dit dans la petite bulle que vous avez tout en haut. Mon problème, c'est qu'on me regarde et qu'on me dit, écoute, je ne peux pas être président du comité, je ne peux pas être bénévole, c'est trop fou, parce qu'il y a justement, la barre est très haute et ça crée de la pression auprès des bénévoles. Et la dernière citation, je vous la laisse la lire, elle est un peu plus longue, mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment une femme bénévole, dans ce cas-ci, qui se sentait en fait coupable de demander son congé de maternité, de ne pas vouloir s'engager et qui finalement décide après son congé de revenir s'impliquer au sein de ce comité parce que justement elle compare sa vie et ce que ça peut être difficile pour elle de s'impliquer avec des jeunes enfants, avec des personnes qui sont atteintes du cancer. Donc, quelques exemples pour vous montrer justement comme quoi cette pression pour répondre à des attentes qui sont à la fois des attentes, on va dire, organisationnelles, mais aussi des attentes je dirais sociale, parce que, comme on le disait tantôt, il y a une idéalisation de ce qu'est un bénévole et ce qu'est les bénévolats peut créer sur certaines personnes. Et d'ailleurs, c'est quand même assez récent, mais on commence à trouver quelques études dans la littérature sur l'épuisement bénévole, même si cela peut paraître paradoxal parce que souvent le burn-out est associé au travail dit professionnel, donc au travail rémunéré, mais on commence justement à documenter le même type de tendance et de symptômes auprès de bénévoles et nous l'avons vu dans certains des bénévoles, notamment dans ces comités organisateurs, mais aussi dans le milieu militant, c'était assez présent. Donc, justement, Simonet et d'autres auteurs parlent que le bénévolat
est aussi soumis à ces injonctions normatives dont je parlais tantôt, donc être utile à la société. Et si on jumelle ça aux injonctions donc de performance qui viennent avec la professionnalisation, ça peut justement conduire à l'épuisement et les mettre en danger. Donc, dans cette première partie, donc, ce qu'on a fait jusqu'à date, juste pour remettre un petit peu dans le bain, si vous ne m'avez pas suivi ou pour ceux qui viennent d'arriver, on part avec cette notion donc de bénévolat qui est essentialisée ou d'idéalisée comme cette forme donc d'engagement ou de don de soi avec ces valeurs altruistes qui sont au centre pour déconstruire cette définition et voir en fait qu'on peut parler du bénévolat comme étant du travail, au même titre qu'un travail qui est rémunéré. Ensuite, on a un peu questionné cette distinction qu'on fait entre le travail professionnel et le travail bénévole dit amateur ou non professionnel, notamment à partir de cette lecture sur la professionnalisation du bénévolat, qui a certaines conséquences. Entre autres, ça peut amener justement à l'épuisement bénévole. Là, en fait, j'aimerais discuter davantage sur une autre façon qu'on a de justement réfléchir par rapport au bénévolat au-delà de ce don de soi, et c'est la notion de travail invisible. Donc, Maud Simonet, qui est une sociologue du travail française, est une des chercheuses qui a le plus travaillé cette idée. D'ailleurs, elle a un livre qui est magnifique, qui se trouve dans les références, un court livre justement qui parle du travail gratuit, une nouvelle exploitation, et elle prend différents cas de bénévolat, à la fois par exemple dans des parcs, ce qui se fait dans le Huffington Post, donc des journalistes qui travaillaient bénévolement en ligne pour ce site, et etc. Donc, elle pose ce regard critique sur justement le bénévolat en s'appuyant notamment des recherches féministes et en utilisant le terme de travail invisible et travail gratuit pour s'intéresser justement au bénévolat comme une forme du travail. Donc, vous avez ici une situation, elle dit, si le bénévolat est du travail, alors ce n'est pas n'importe quel travail, c'est une forme de travail non reconnue comme telle. On le voit déjà dans ce que je disais tantôt par rapport à la professionnalisation, un travail donc qui est vu comme étant amateur, de bas statut. Donc là, déjà, on voit cette question de non-reconnaissance. Ce que les chercheurs féministes, justement, ont appelé du travail invisible et donc associé notamment pour les recherches féministes à ce travail de care dans le foyer, mais aussi qu'on retrouve notamment dans d'autres formes de travail où le care est central, comme par exemple les travails de soins infirmiers, le travail des préposés aux bénéficiaires, en fait, le milieu hospitalier en général, mais certains métiers sont plus affectés que d'autres. Et aussi dans le milieu communautaire, des professions comme tout ce qui est travail social sont aussi identifiées comme étant justement un travail invisible, car associé au care, mais aussi associé à la femme. Donc, quand on parle du bénévolat en utilisant ce terme de travail invisible, comment on est en train de le définir ou de le caractériser? C'est essentiellement donc un travail qui est soit mené par des femmes ou est hautement féminisé, donc dans le sens que justement il est relégué à l'espace privé. Et d'ailleurs, juste pour vous donner un petit historique là-dessus, le bénévolat en Occident, c'est notamment déployé à partir de notamment, au Québec, c'est très clair, de la charité chrétienne et souvent associée justement aux femmes. Donc, aux femmes ou aux femmes laïques ou aux femmes religieuses, mais encore une fois, on voit cet héritage, en fait, du bénévolat associé à un certain, disons, à un genre en particulier. Et encore aujourd'hui, on a tendance, même si dépendamment du type bénévolat, ça va être différent, mais on a tendance à associer le bénévolat à la femme ou disons à un espace qui est féminisé.
Une autre façon, donc, quand on parle de travail invisible, c'est vraiment de mettre l'accent sur le fait que ce travail est fait pour autrui au nom de valeurs altruistes. Donc, ce n'est pas, bon, d'où l'idée de générosité altruiste dont on parlait tantôt. Souvent, en fait, c'est un travail qui est non reconnu par la société, de la même manière que le travail dans la sphère publique, donc le travail, disons, associé au genre masculin, le travail professionnel, par exemple, mais aussi non reconnu par les propres travailleurs, les propres travailleuses. Et donc, Simonet parle du déni du travail. Et ça, on le retrouve beaucoup dans les discours des bénévoles qui vont dire non, mais c'est pas du travail, c'est différent de mon travail. J'ai mon travail à côté. Moi, quand je m'engage ou quand je m'implique, c'est de l'engagement, c'est pour une cause. Et donc, encore une fois, dans nos propres discours, on répète un peu cette non-reconnaissance et cette dévalorisation. Je vous donne d'autres exemples du contexte dont je parlais tantôt par rapport au relais pour la vie. Ici, en fait, on a 2 femmes bénévoles, membres d'un comité, qui parlent un peu de comment elles se sentent et le fait qu'elles ne sont pas entendues au sein de leur propre comité. Donc, il y en a une qui nous dit « J'ai proposé des idées sur la façon d'accueillir des bénéficiaires. Ils m'ont répondu « Je suis pas sûre, mais dans ma tête de cochon, je voulais le faire et j'essayais de leur dire parce que c'était une proposition que j'avais. » Ensuite, j'ai essayé de débattre de mon idée et j'ai vu que tout le monde disait non, 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 non. Une autre bénévole nous dit, pour aider tout le monde, en fait, j'ai toujours été un peu comme en arrière-plan, si vous voulez. La réception, les équipes avec le dîner et le déjeuner, c'est 24 heures que je donne, mais personne ne semble s'en rendre compte. Ici, on voit vraiment qu'elle se situe et en fait, c'est un des extraits, mais dans toute l'entrevue, il y a cette idée d'être dans l'ombre et de ne pas être vue par ses propres collègues bénévoles, mais aussi par les autres, disons, par les membres de l'organisation et le staff. Donc, dès qu'on se pose la question sur cette invisibilisation du travail bénévole ou du bénévolat, vient la question de la valeur. Donc, quelle est la valeur qu'on est en train de donner à ce travail et comment aussi, et peut-être que ça peut être une des questions qui peuvent suivre dans la période d'échange qu'on va avoir et dans la période de co-design, comment on peut donc redonner la valeur au bénévolat. Et je vous montre ici un petit tableau tiré en fait de Statistique Canada, donc d'une enquête qui a été faite en 2018 et dont une partie portait sur le bénévolat. Donc, vous avez ici donc un tableau qui vous montre le nombre d'heures, en fait, déjà le nombre de personnes impliquées dans des activités bénévoles pendant l'année 2018 et le nombre d'heures que ces personnes ont consacrées et l'équivalent que ça donne en termes de travail ou d'un emploi ou de nombre d'heures d'un travail rémunéré. Et donc, voici ce qu'on en retient pour l'année 2018. Plus de 24 millions de personnes, donc 79% de la population canadienne âgée de 15 ans et plus, ont fait du bénévolat en 2018. Les bénévoles ont consacré 5 milliards d'heures à des activités bénévoles et ça équivaut en fait à plus de 2,5 millions d'emplois à temps plein par année. Donc, si on prend juste ces chiffres, on se rend compte que le bénévolat est une activité qui apporte de la valeur économique et d'ailleurs, moi, j'ai aucun problème à dire que si on n'a pas cette activité bénévole, le système, en fait, capitaliste dans lequel on est inscrit ou notre système économique ne tient pas. Notamment, on le voit concrètement dans le secteur à but non lucratif et dans le secteur associatif et communautaire, quand on voit le pourcentage de membres employés et membres bénévoles dans un organisme, c'est souvent un 20-80% ou 30-70%. Donc, l'organisme, pour pouvoir atteindre, en fait, faire ses activités et atteindre ses objectifs et sa mission, a vraiment besoin de ces personnes bénévoles, sinon la capacité donc d'offrir ces services
se trouve fortement contrainte et on l'a vu dans le contexte de la pandémie, notamment avec les banques alimentaires et autres, où justement le fait que les bénévoles, certains bénévoles ne pouvaient plus s'impliquer, notamment des personnes plus âgées qui devaient rester donc isolées pour des raisons de santé publique et pour leur propre santé. Ben, en fait, on voyait à quel point ils étaient importants, ils et elles étaient importants pour la continuité des services auprès des personnes plus vulnérables. Donc, juste en regardant comme ça, on voit qu'il y a une valeur qui est économique et qui souvent, en fait, elle n'est pas mise de l'avant. Elle n'est pas reconnue comme telle et on revient avec cette idée d'un don de soi, un don qui est gratuit, comme si justement cette gratuité ne se traduisait pas concrètement dans une valeur économique et elle se traduit très concrètement, comme vous pouvez le voir dans ce tableau. Mais aussi, on a une autre forme de valeur. Donc, on a cette valeur, on va dire, économique, mais il y a aussi cette valeur, donc, qui est d'ailleurs plus reconnue, c'est cette valeur symbolique et qui est une forme de valorisation, donc, au nom du bien commun. Cette valeur, on la retrouve aussi dans le discours public quand on dit mais faire du bénévolat, c'est apporter à notre communauté, c'est de redonner en retour. J'ai été privilégiée, je reviens vers ma société ou ma communauté pour redonner. Et donc, encore une fois, avec cette idée de cette idéalisation du bénévolat, on met de l'avant une valeur symbolique au bénévolat qui est bien parce que c'est une forme de reconnaissance, mais qui peut avoir donc un envers de la médaille. Et c'est en fait que, puisqu'on attend du bénévole ou de la bénévole cette implication et cette implication au nom du bien commun, on attend aussi ce don sans limite qui revient un peu à ce que je disais tantôt par rapport à une certaine pression que les bénévoles sentent, qui peut les amener, par exemple, à une certaine fatigue, à un certain épuisement professionnel. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que cette valorisation ou cette mise en valeur du bénévolat, cette mise en valeur symbolique, peut aussi se traduire dans une pression parce que finalement, elle vient définir qui nous sommes en tant que citoyens qui apportons justement à cette société. Simonet parle d'ailleurs d'une guerre de valeurs pour montrer cette tension entre la valeur économique et cette valeur morale ou cette valeur symbolique. Et en fait, elle va plus loin en disant que ce qu'on retrouve notamment, c'est une appropriation du travail bénévole par le système capitaliste pour la production du profit. Donc, si je le dis autrement, c'est comme on appelle, par exemple, dans la pandémie, on a fait des appels à l'engagement bénévole. On a appelé les bénévoles à s'impliquer davantage pour venir en aide des personnes bénéficiaires. Et c'était important de le faire. Mais cet appel, d'une certaine manière, cache finalement cette appropriation qui est faite par le système capitaliste et qui produit finalement un profit, comme je disais tantôt, et cette relation entre ce travail et cet engagement traduction vers le profit qui est donné ne se retrouve pas nécessairement reconnu et valorisé. Donc, Simonet va dire, et elle n'est pas la seule, il y en a d'autres, qu'il y a une forme d'exploitation de ce travail gratuit et qui est généralisé. Donc, oui, se fait par l'État, mais se fait aussi, par exemple, l'État, ou on peut penser la municipalité quand on invite les citoyens à nettoyer les parcs. C'est un exemple que Simonet donne, mais c'est aussi les GAFAM, lorsqu'on fait tout ce travail en fait, ce travail pour entraîner les algorithmes, par exemple, c'est un travail qui est gratuit, qui n'est pas rémunéré, mais qui est essentiel et qui génère du profit. On le retrouve aussi dans d'autres formes d'organisation. Je vous parlais tantôt du Huffington Post, mais c'est un des cas que Simonet met de l'avant de comment ici des journalistes ont été, le travail des journalistes est exploité et a été même entendu en cours lorsque le Huffington Post a été vendu et n'était plus justement est devenu donc une entreprise privée. Donc bref, des questionnements en fait qu'on se peut faire à ce sujet-là. Et
Je vous donne un exemple et je vais bientôt finir. Donc, un exemple en fait qu'on a discuté dans l'article avec Sophie Defa, Samuel Lamoureux, qui est celui du patient partenaire expert. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette figure, mais ça fait quand même certaines années où ça a été mis en place, notamment par rapport à des maladies chroniques. Donc, d'avoir des patients qui sont experts de la maladie parce qu'ils ont vécu la maladie, ils la connaissent, ils deviennent donc, d'une certaine manière, ce savoir expérientiel est mis de l'avant et deviennent des patients partenaires de l'équipe des professionnels de santé pour accompagner d'autres patients. Donc, ça peut être dans des cas par exemple, patients atteints du cancer, ça peut être dans le cas de patients avec le Parkinson, donc bref, mais et cette figure, en fait, où ce patient partenaire est intégré à la fois dans la formation des professionnels de santé, mais aussi est intégré dans la prise de décision par rapport aux trajectoires des patients, est intégré dans l'accompagnement du patient ou de la patiente lui-même. Donc, on voit que ce rôle, justement, du patient expert, on parlait tantôt d'un bénévolat d'expertise, ici c'en est un, de patient qui est expert et qui s'intègre finalement à une équipe de professionnels de soins de santé. On parle du patient partenaire, du patient expert, patient péridant. Et en fait, c'est ce double caractère qui est expert et volontaire qui va poser problème quant à la valeur de leur travail, parce que c'est clairement un travail qu'ils font. Il y a des débats qui ont eu ici à Montréal, bon, en fait au Québec, mais aussi ailleurs en France, sur la rémunération ou pas de ces personnes bénévoles. Et même quand il y a rémunération, c'est la manière de décider comment on les rémunère vis-à-vis les autres professionnels de santé qui font partie de l'équipe est toujours sujet à discussion et finalement se trouve clairement moindre que ce que peut recevoir, par exemple, un médecin ou un oncologue. Vous me direz, c'est peut-être pas la même expertise, mais on retombe encore une fois dans cette question de professionnalisation et de quelle valeur on donne finalement à ce savoir expérientiel et à autres savoirs que l'on nomme professionnels. Donc, souvent, la rétribution prend la forme d'un dédommagement, des frais de déplacement, de nourriture ou hébergement, mais clairement, elle est en dessous de la valeur accordée à ces autres professionnels de santé et aussi au travail fait par ces personnes bénévoles. Donc, on a un exemple ici justement de cette appropriation d'un travail bénévole et d'une forme d'exploitation, si on veut suivre les termes de Simonet, du travail qui est fait par ces personnes. Donc, face à ce constat, que faire? Je sais que c'est une question qui va être aussi posée par la suite, mais je vous donne quelques pistes qu'on pourra discuter ou pas. Encore une fois, Maud Simonet en a parlé, mais d'autres chercheurs féministes par rapport au travail invisible. Une des pistes de solution serait de rendre explicite la valeur monétaire du travail gratuit. Dans le bénévolat. Déjà, on voit qu'il y a des tentatives de reconnaître ces valeurs, notamment l'Organisation du travail qui le reconnaît comme un travail, Statistique Canada qui l'inclut et met de l'avant donc l'apport du bénévolat, disons, à la société canadienne. D'autres ont proposé de mettre en place un système de rémunération pour le travail bénévole qui prendrait la forme d'une rémunération, par exemple, universelle, qui serait octroyée par l'État et qui permettrait de reconnaître l'apport à la société. Comment calculer le coût de ce travail reste quand même un problème ou un débat essentiellement à avoir, mais c'est une autre solution. Revaloriser les activités qui sont reliées aux soins, qui est justement une des sphères où on retrouve le plus de ce travail invisible. Et juste pour un point d'information, dans des ateliers qu'on a menés dans le cadre de bénévolat en mouvement, on a réalisé, on ne le savait pas en travaillant avec une juriste, que le bénévolat, en fait, n'est pas intégré dans le droit au travail. Déjà ça pourrait être intéressant de voir, mais comment on pourrait régulariser et protéger les bénévoles.
ce qui pose problème justement pour les organisations et les entreprises qui travaillent avec des bénévoles. Simonet parle de la possibilité d'une grève du travail gratuit et donne l'exemple des femmes qui, pendant la pandémie, se sont organisées pour faire des masques. À l'époque où justement il y avait une pénurie des masques et les masques en tissu étaient mis de l'avant, et à certains moments, ces femmes se sont senties exploitées et ont proposé de mener une grève qui ne s'est pas concrétisée, mais quand même les intentions étaient là. Donc, je vous laisse là-dessus pour continuer la discussion et je vous remercie de votre écoute. Je vous ai parlé donc de bénévolat en mouvement. Nous avons un site web avec des ressources, des articles que nous avons publiés, recensions des écrits. Nous avons fait des tables rondes, des 5 à 7 qui ont été enregistrées, ça peut vous intéresser. Entre autres, une table ronde très intéressante que j'ai animée avec Maud Simonet et d'autres chercheurs féministes sur la question du travail invisible. Et aussi, en fait, je vous donne les liens du groupe de recherche Record, qui est le groupe de recherche sur la communication organisante et qui développe d'autres recherches, pas uniquement sur le bénévolat, en prenant une approche constitutive de la communication organisationnelle. Je vais pouvoir vous partager le PowerPoint si vous le voulez. Il y a toutes les références du PowerPoint qui se trouvent aussi à la fin de celui-ci. Donc, merci. Merci beaucoup, Mme Vasquez, pour la présentation. C'était très intéressant. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions? Vous pouvez les écrire dans le chat si vous préférez. Oui, Céline. Oui, bonjour, merci beaucoup. C'est effectivement super intéressant. Vous parliez pas mal de la position des femmes. Je me demandais dans quelle mesure cette appropriation du travail gratuit, ça n'est pas aussi avec le vieillissement de la population, où on a beaucoup de personnes qui travaillent plus en tant que salariés et qui finalement cherchent à continuer de contribuer et qui sont une grosse masse des bénévoles. Et puis aussi, j'ai vu passer la polémique parce qu'en France, l'année prochaine, c'est les Jeux Olympiques et qu'on a cette espèce d'appel massif aux bénévoles qui devient un peu une marque de fabrique des grands événements publics. Et effectivement, il y a une espèce de devenir bénévole, c'est comme une espèce de chance, de truc c'est super, j'ai l'opportunité d'être bénévole. Enfin, je trouve qu'il y avait un côté assez étonnant dans cette approche-là, donc je voulais aussi avoir votre avis là-dessus. Merci beaucoup pour les deux questions. Par rapport à la première, effectivement, les personnes aînées, notamment les personnes retraitées, sont souvent des personnes qui, justement parce qu'elles ont du temps, on revient avec cette question du temps, vont s'impliquer dans des activités de bénévolat. Ici au Québec, par exemple, la FADOC, qui est la Fédération des aînés du Québec, va être souvent sollicitée par des organismes communautaires et autres organismes qui ont besoin de bénévoles. Et ça a été tout un enjeu au moment de la pandémie parce que plusieurs, comme je le disais tantôt, plusieurs des organismes reposaient finalement sur cette main-d'œuvre, je vais utiliser ces termes, de personnes âgées qui, dans le contexte de la pandémie, ne pouvaient pas continuer à offrir de leur temps et à offrir les services. Donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, le travail invisible, bon, j'en ai parlé très rapidement, mais c'est un terme qui a été associé au mouvement féministe, donc par rapport aux femmes et à cette espèce finalement d'identification et de dévalorisation finalement de l'espace privé vis-à-vis de l'espace public. Mais maintenant, on peut utiliser le terme et l'utiliser pour tout genre et aussi tout espace qui devient invisibilisé, dévalorisé, donc, et des personnes qui sont finalement marginalisées ou minoritaires. Donc, dans cette logique-là, on pourrait aussi, moi, je n'aurais aucun problème à utiliser le terme de travail invisible
pour parler du travail de ces personnes aînées ou pour parler du travail de ces personnes bénévoles qui sont des personnes aînées. Donc, je ne sais pas si c'est là où votre réflexion allait, mais je pense que ça montre encore plus des dimensions intersectionnelles par rapport au bénévolat. Donc, c'est pas juste des questions, ce ne sont pas juste des femmes. Et si c'est ça que vous avez retenu, c'était vraiment pas ça que je voulais dire. Je suis pas en train de dire que oui. Là, en ce moment, donc en France, il y a le débat sur les retraites et l'âge de la retraite. Oui. Et donc, je trouve ça totalement paradoxal que finalement, on incite, on voudrait que les gens travaillent plus longtemps, Oui. tout en ne les embauchant pas, ce qui est comme un des gros problèmes de la réforme des retraites, c'est qu'en fait, travailler plus longtemps de manière salariée, encore faut-il avoir un emploi. Et qu'en même temps, dès que ces gens sortent du système, ils y reviennent en venant contribuer gratuitement. Oui, tout à fait. Mais c'est là où on voit que finalement, comme je disais tantôt, en fait, sans bénévolat, le système, la roue, elle tourne plus en fait. Et c'est tellement intégré dans la manière dont le système capitaliste disons, est conçu qu'il faut trouver des manières d'assurer finalement cette force de travail, que ce soit dans des appels justement aux personnes aînées ou comme vous disiez tantôt par rapport à ces événements comme les Jeux olympiques. Il y a les Jeux d'hiver qui se sont passés ici au Canada et là encore, il y a eu un appel et une réponse massive en fait de bénévoles pour l'organisation de cet événement-là. Et on le voit beaucoup dans les discours d'appel au bénévolat. Cette idée encore une fois, on revient avec ces injonctions de valeurs dont je parlais tantôt, donc redonner, donner de son temps, être un bon citoyen, être une bonne citoyenne, c'est s'impliquer pour les autres. Donc, ça, on l'a vu beaucoup dans la pandémie. Mais en même temps, d'autres discours, par exemple, sur l'expérience bénévole, où certains vont parler du tourisme bénévole. En fait, c'est un terme qui est utilisé. Donc, par exemple, vous allez aider à construire des écoles en Haïti en étant bénévole et vous allez avoir une expérience justement de bénévolat, mais aussi vous allez pouvoir vous balader. Donc, il y a certains justement sites qui offrent ce type de bénévolat et axent beaucoup sur cette expérience bénévole. On avait même trouvé dans nos recherches, en regardant sur certains sites web, des sites qui disaient vous allez retrouver votre âme sœur, vous allez tomber en amour en faisant du bénévolat. Donc, vous voyez, il y a vraiment finalement une espèce de marketing du bénévolat pour s'assurer finalement de cueillir des bénévoles. Donc, effectivement, ça pose problème. Et un autre élément votre commentaire et vos questions qui est important à souligner, c'est vraiment cette frontière, en fait, entre bénévolat et travail qui est complètement faux. Si on voit que le bénévolat est du travail, finalement, ce qu'on a, c'est le travail. On a une forme de travail qui se chevauche avec d'autres formes de travail, mais finalement, la personne continue à travailler. Donc, la question de la retraite se pose différemment lorsqu'on voit ça comme un continuum ou un chevauchement d'implication de travail. Merci. Oui, bien, on avait eu un autre cas à propos de ça en France. La structure qui taxe le travail et qui redistribue des prestations sociales a voulu en fait considérer que des organisations qui fonctionnent avec beaucoup de bénévoles, comme par exemple la Croix-Rouge, considérer que c'était un travail et que donc il y avait une cotisation à payer. Et donc, effectivement, ces organisations-là, elles avaient aucun moyen elles fonctionnent uniquement comme ça, donc elles ne peuvent pas fonctionner autrement. À tel point que ça a été débattu. Alors, je ne sais plus si la loi a été passée, mais il y avait un projet de loi pour justement créer des exemptions spécifiquement pour des organisations qui fonctionnent qu'avec des bénévoles. Voilà. Qui après, effectivement, ça ouvre la porte à un tas de dérives, quoi. Oui, ça pose la question, si on voudrait rémunérer le travail bénévole, comment on le ferait? Ça pose ces questions-là aussi. Est-ce qu'on taxe ce travail une fois qu'il est rémunéré? Donc, oui, merci beaucoup. Donc, la prochaine personne, c'était Catherine Boily.
Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je n'ai pas encore lu les écrits de Maud Simonet ou autres sur le sujet, mais je m'intéresse à la question étant une étudiante qui s'implique beaucoup dans son milieu. Puis pour faire écho justement aux commentaires qui viennent de passer, au lieu de s'intéresser justement aux bénévoles qui sont dans d'autres étapes de leur vie professionnelle, de leur vie de carrière, j'aimerais vous poser la question par rapport à ces bénévoles qui sont justement en début de carrière et pour qui c'est carrément institutionnalisé de devoir s'impliquer. Je pense par exemple au système de bourse qui ont des catégories très spécifiques touchant le bénévolat. Il faut que ce soit du travail non rémunéré, donc quand on s'engage et qu'on est rémunéré, ce n'est pas reconnu. Il y a également toutes les entreprises qui scannent carrément, puis l'organisation pour laquelle je m'implique a été mise sur pied justement pour permettre à des étudiants de notre université d'avoir accès à ces postes-là en consultation. Scannent carrément les CV pour s'assurer qu'il y a effectivement un engagement, une expérience, mais cette expérience-là est souvent peu rémunérée. En écoutant aussi votre présentation, j'ai été interpellée parce que moi-même, si je m'engage, puis je le fais depuis des années, c'est pas dans le but d'être rémunérée, c'est justement parce que je crois que dans ma relation personnelle avec la société, ben, qu'il y a cet enjeu de transaction qui ne passe pas nécessairement par de l'argent. Donc, c'est aussi un positionnement anticapitaliste. Et donc, il y a comme cette dualité de dire, ben, si on se met à le rémunérer, est-ce qu'on ne rentre pas justement dans ce système? Bref, je vous lance ces deux questions. Puis, en bout de ligne, si jamais il y a des écrits spécifiques auxquels vous voulez me référer, là, je serais bien intéressée à les lire. Merci, Catherine. Très intéressant ce que tu soulèves. Puis, en fait, j'aimerais essayer de répondre de deux façons. La première, effectivement, tous les exemples que tu donnes de ce bénévolat qui est demandé en début de carrière ou à certains profils fait partie de l'instrumentalisation du bénévolat. C'est quelque chose qui est très, très, très présent dans nos sociétés occidentales. Tu ne l'as pas mentionné, mais il y a aussi des écoles, en fait, des écoles privées où les étudiants doivent faire obligatoirement du bénévolat, ce qui, déjà, pour moi, c'est un oxymore. Donc, comment un bénévolat peut être obligatoire? Donc, un certain nombre d'heures de bénévolat dans des écoles secondaires. En Ontario, c'est institué même dans les écoles publiques, donc un certain nombre de... Et ils font la distinction entre du bénévolat et du service communautaire qui n'est pas exactement la même chose. Donc, bref, on voit encore une fois, ce sont des exemples d'instrumentalisation du bénévolat comme une forme de travail justement qui permet de maintenir ces services, permet de maintenir ce système et qui, c'est ça, et finalement a été fortement intégré dans les discours publics. On le voit aussi, un autre exemple qui est assez frappant, c'est celui de l'immigration. Souvent, d'ailleurs, dans le plan de l'immigration du Québec, il y avait cette question-là sur le fait d'inviter les nouveaux et nouvelles immigrantes à s'insérer dans la société québécoise en faisant du bénévolat, comme si, c'est pas dit comme ça dans le plan, mais il y a quand même derrière cette idée que vous allez acquérir une expérience professionnelle, donc locale, qui va vous permettre donc comme un levier pour le travail, mais ça ne se traduit pas nécessairement comme ça. Pour avoir justement interviewé dans le cadre de nos recherches des personnes qui étaient immigrantes, la plupart d'entre eux ont plein d'autres choses à s'occuper que de penser à faire du bénévolat en plus. Donc, ça vient être une espèce de contrainte, de double contrainte qui vivent de vouloir s'impliquer, mais en même temps être en recherche d'emploi, la francisation, les enfants à l'école, l'intégration, etc., etc. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est... en fait, il y a une instrumentalisation qui est forte, c'est comme si on avait un double discours. D'une part, on instrumentalise, mais en même temps, on continue avec ce discours de le bénévolat comme un espace de don de soi, de gratuité, comme une forme. Et on oublie que finalement, ce bénévolat fait partie de notre activité économique et soutient cette activité économique. Et par rapport à ton deuxième commentaire sur le fait que tu veux t'impliquer justement sans avoir de rémunération, pour une posture, en fait, une posture idéologique.
J'ajouterais même, c'est souvent dans un but parfaitement, c'est avec des recherches de compétences, l'intégration dans un système, dans une culture, d'apprendre à connaître certains groupes, certaines communautés. Il y a plusieurs choses. Il y a différents éléments que je retire, autres que financiers, là, on s'entend, là? Ouais. Oui. Ce que je voulais dire un peu, bon, c'est sûr que je fais un petit peu de cynisme, mais c'est que tu veux te soustraire du système capitaliste en prenant cette posture, mais en fait, tu y es déjà. Donc, je pense qu'une des façons de redonner justice au bénévolat, et moi aussi, j'en fais beaucoup, et je demande, et quand les gens me donnent un cadeau, je me sens mal. Non, mais j'ai pas besoin de ça, je le fais pour plaisir. Puis donc, ça fait juste partie justement de cette certaine forme de discipline qu'on s'est discipliné par rapport à cette posture et à ces engagements bénévoles. Mais je veux dire, déjà d'en parler, de le nommer, de montrer en quoi ce n'est pas juste un à côté, ce n'est pas juste pour le plaisir, ce n'est pas juste, en fait, et aussi d'éviter de le sacraliser, de dire, mais le bénévolat fait partie de cette sphère qui n'a pas été touchée par la logique marchande ou la logique capitaliste. Ça, c'est se leurrer, en fait. Pour l'instant, bon, j'ai pas vu des exemples où ça serait vraiment dans les marges. On est vraiment à l'intérieur, donc de reconnaître et aussi en tout cas, ça, c'est aussi une posture qu'on développe dans notre recherche, c'est de montrer qu'en fait, cette professionnalisation à outrance ou cette instrumentalisation à outrance vient aussi un peu défaire certains éléments et caractéristiques du bénévolat qui sont importantes à préserver. Donc, je n'ai pas de réponse précise, mais plus des commentaires et une discussion à poursuivre. Merci pour ces pistes de réflexion. Catherine qui venait après, parce que moi, j'ai pas la... Moi, c'est Philippe. Ah, merci. Ah, merci beaucoup, Cancel. J'ai beaucoup appris, hein, parce que je suis un petit peu, on va dire, extérieur à cette dimension, et en tout cas, j'ai beaucoup appris, à la fois dans les définitions et dans la façon avec laquelle vous avez exposé. J'ai été aussi, cela m'a plu lorsque vous avez dit qu'effectivement, dans une de vos propositions, qu'il serait souhaitable qu'on puisse reconnaître le bénévolat, enfin en tout cas ceux qui s'engagent, par exemple par rapport à des droits. Vous répondiez tout à l'heure à la partie retraite, aux droits sociaux qui sont associés au bénévolat, ce serait lui considérer d'une certaine façon une certaine forme de valeur. Et c'est peut-être là-dessus, alors pardonnez peut-être mon exagération sur cette notion de valeur. Et est-ce que, donc du coup je rebondis et je me dis, est-ce que si on considère cette notion de valeur, que ça a une valeur, et si on regarde un petit peu la théorie du don et du contre-don, on pourrait imaginer demain qu'on ait un marché du bénévolat, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y aurait du don et du contre-don, du bénévolat, sans pour autant tomber ce que vous disiez tout à l'heure, en se disant que oui, mais quand vous donnez quelque chose et que quelqu'un m'offre un cadeau, ce n'est pas du tout dans ce sens-là que vous le faites, et ce n'est pas pour rechercher, mais si on reprend la théorie de Moss, en fait, cet échange réciproque n'est pas du tout appelé initialement parlant. Mais est-ce que ça serait exagéré que de se dire, voilà, le reconnaître réellement, pourrait considérer qu'il y a un échange de bénévolat sans pour autant tomber dans on va dire, la glissade du troc, ce n'est pas un troc, okay, sans pour autant tomber dans l'exigence. Mais vous voyez, j'essaie de travailler là sur comment lui donner une fair value, une juste valeur, on va dire, pour rebondir sur le fait que ça soit ensuite reconnu, comme vous le dites, parce que du coup, ça apporte une valeur à la société. Et la société peut très bien demain dire, mais au vu de vos contributions de bénévolat, nous vous reconnaissons par rapport à votre retraite, par rapport à d'autres insertions sociales, nous reconnaissons votre apport. Excusez-moi d'avoir été long. Non, merci. En fait, je trouve qu'il y a des pistes intéressantes. Après, pour l'instant, c'est surtout des débats qu'il y a eu autour de la question de comment reconnaître cette valeur du bénévolat. Parce que d'une part, je comprends votre logique et moi aussi, j'aime bien cette idée de réciprocité. Je trouve que l'apport de Moss sur cette notion de don contre don comme étant finalement la transaction qui caractérise nos sociétés et justement qui pourrait se trouver peut-être à côté de la transaction marchande. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et sur lequel il faudrait réfléchir davantage.
parce que dans cette réciprocité, il y a vraiment l'idée de relation. Et moi, je pense qu'une des façons de penser que bénévolat, c'est une relation à l'autre, une relation à la société, à la communauté, et une relation qui se tisse de différentes manières. Donc là, je vois, disons, conceptuellement parlant, je trouve qu'il y a une piste intéressante de réfléchir à cette notion de réciprocité, mais les dérives d'un marché bénévole qui pourrait prendre bon, déjà, je pense que le terme, il faudrait trouver un autre concept, mais je vois où vous voulez vous en aller, pourrait être délicate dans le sens qu'on pourrait tomber finalement ou renforcer cette instrumentalisation dont on parle tantôt, établir des injonctions qui sont encore plus fortes auprès des personnes étudiantes, des personnes immigrantes, des personnes même retraitées. Et donc, c'est là où si cette voie est empruntée, il faudrait tout de même être en mesure de voir les effets que ça peut avoir, les conséquences que ça peut avoir. Et d'ailleurs, c'est entre autres pourquoi, parce que c'est pas la rétribution monétaire du bénévolat ou d'autres formes de rétribution qui ne seraient pas monétaires ont déjà été discutées, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui freine parce que, ben voilà, disons, la formule parfaite n'a pas encore été trouvée. Mais oui, l'idée de réciprocité me semble importante parce que finalement, je conclus là-dessus, finalement, ça fait partie déjà de la pratique bénévole. Et on le retrouve, je reviens, moi je me base beaucoup à ce que les gens disent et comment ils font. Ça fait partie justement de cette approche plus empirique. Mais les gens vont souvent dire « je redonne ». Il y a tout, c'est pas oui je donne, mais il y a toujours derrière l'idée je redonne, donc où j'ai reçu, où je reçois, et donc où je reçois plus de ce que je donne. Donc on retrouve toujours cette idée de relation et réciprocité dans l'engagement bénévole, qui me semble être une des caractéristiques du bénévolat. Parfait, merci. Il reste 7 minutes. Donc, il reste 2 questions. Il va peut-être falloir y aller juste un peu plus vite pour finir à temps. Donc, il y avait Maxime Robin en premier. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Maxime Robin, je suis étudiant à HEC en maîtrise de management et développement durable. Je suis venu parce que ce n'est pas tout à fait du bénévolat, mais en ce moment, on est en train de travailler sur un mandat pour un organisme qui s'appelle Valeurs Collectives, qui est en ce moment la Cité des Hospitalières, qui est en transition urbaine. Et en fait, notre mandat porte sur la valeur non financière. Et pour faire court, une idée qui sous-tend le mandat qui a été proposé par les anciens étudiants de Concordia qui travaillaient à Concordia, c'était par rapport à le logement, quand on paye notre loyer. Pardon, je recommence. L'idée du mandat, c'est de trouver quelles sont les valeurs non financières, donc un peu les externalités positives qui existent dans les travails qui sont effectués, que ce soit le travail payé ou alors bénévole, et de voir si on ne peut pas dégager une valeur de ces externalités qui ne sont pas mesurées, quantifiées, pour justifier le fait de fournir un loyer à ces personnes-là. En fait, pour être un peu plus précis, ma question, c'est d'une part, quelle est pour vous quelles ressources on pourrait avoir pour mesurer cette valeur non financière dans un premier temps, et dans un deuxième temps, l'idée qu'on a, c'est avec la ville de proposer un système où la ville identifie des services que pourraient effectuer certaines personnes, certaines populations, des bénévoles par exemple, et qu'en l'échange de ces services-là, la ville fournisse un logement pour ces personnes-là. L'idée, c'est de dégager du temps et d'avoir un échange, mais non financier, de valeurs qui sont mesurées, mais on ne sait pas comment, en fait. Et c'est là notre problème. Je me demandais d'une part comment mesurer cette valeur non financière pour vous, de telle sorte à ne pas avoir à intégrer la sphère financière et vraiment rester dans un échange de services non financiers. Et est-ce que ça serait envisageable de créer un tel système? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà, avec la ville. Oui, merci. Je pense que ça rejoint un peu la question de Philippe sur la réciprocité. En tout cas, complètement, je vois cette réciprocité à l'œuvre. Excusez-moi, je me suis par impolitesse, je vous coupe parce que je ne me suis pas présenté tout à l'heure, donc je suis Philippe Jean-Pierre et je suis professeur à l'Université de La Réunion, voilà, assez loin. Oui, désolé. Merci d'être avec nous. Donc, oui,
superbe initiative. Déjà, je vais te répondre à partir de mon expertise. Donc, je n'ai aucune expertise financière. Déjà là, donc je me suis présentée au début, c'est en communication et je travaille sur le bénévolat. Donc, ce que je vais dire, c'est plutôt quelques idées et intuitions, mais clairement, comment le mesurer, mesurer ces activités. Il faudrait clairement peut-être aller voir dans des peut-être du côté financier, comment ça peut se faire. Ceci dit, bon, il y a déjà des façons, comme je l'ai montré tantôt dans les tableaux, dont on mesure l'activité ou le travail bénévole. Généralement, c'est en termes de temps. Ce temps, donc, est équiparé, ou on peut disons, prendre le temps en termes d'un emploi à temps plein, par exemple. Donc, déjà là, il y a une équivalence entre un temps bénévole et un temps qui serait pour le travail. Bon, ça reste assez générique, mais ça nous permet d'avoir une certaine ordre de grandeur par rapport. Et je te dirais, c'est souvent l'unité qui est utilisée, c'est celle du temps. Après, et je reprends l'exemple des patients partenaires, dans certains cas, il y a justement une valeur économique qui a été attribuée et qui a été établie, oui, en fonction du temps, de la durée, mais aussi du type d'expertise apportée. Donc là, on rajoute un élément. Donc, c'est pas la même chose de donner du temps pour, je sais pas, nettoyer les locaux que pour accompagner un patient jusqu'au bloc opératoire et aider cette personne à se sentir plus tranquille, donc un peu dans, disons, la gestion de l'anxiété et autres. Donc, il y aurait une certaine manière d'établir ce surplus de valeur qui vient avec l'expertise qui vient avec. Donc, ce sont quelques idées qui pourraient être mises en place. Mais moi, je pense que dans ces cas-là, il faut être créatif parce que si on tombe juste dans la financiarisation des activités non financières, on recrée finalement cette dualité dont je parlais tantôt d'un travail rémunéré et non rémunéré. Donc, peut-être qu'il faudrait trouver d'autres façons différentes qui ne seraient pas celles usuellement utilisées dans le contexte justement de la rémunération pour compter, pour donner de la valeur et montrer que ça compte. J'ai pas d'idée comme ça comme ça, on the top of my head, comme on dit en anglais, mais ça pourrait être même intéressant de faire des groupes focus avec des personnes impliquées dans différents milieux et leur demander comment pourrait se faire cette rétribution. Donc, d'aller chercher des savoirs citoyens par rapport à des personnes qui s'impliquent et autres pour pouvoir mettre ça en place. Ça pourrait donner des idées et peut-être se sortir un peu de ce cadre financier. Mais je trouve l'idée excellente, en fait, que loyer ou obtenir un loyer puisse se faire au-delà de simplement un paiement ou une rétribution économique. Ça fait penser un peu aux coopératives. Donc, les coopératives, il y a quand même une partie d'engagement des personnes qui sont dans une coopérative. Donc, c'est comme si le loyer était partagé entre une rémunération et aussi un engagement de temps. Ça pourrait être une autre voie à explorer dans ton cas. Merci. Et juste, ouais, rapidement par rapport à cette notion d'équivalence, justement, on y avait déjà réfléchi. On s'était dit que pour mesurer cette équivalence-là, c'était plutôt au sujet, aux bénévoles, de déterminer les équivalences entre leurs services plutôt qu'aux institutions et que c'était quelque chose qui devait être fait régulièrement parce que la valeur, vu qu'elle bouge au fil du temps, on pensait que cette équivalence, il fallait vraiment la réétablir au fur et à mesure. On a déjà réfléchi à ça. Merci beaucoup. OK, merci. Madame Vasquez, est-ce que vous auriez le temps pour une dernière question? Oui. OK, super. Donc, ça serait Patrice. Ça va être très, très rapide parce qu'il y en a quelqu'un qui vient d'en parler dans le chat. Moi, je vous propose le modèle des accorderies. Peut-être que vous connaissez, là, mais c'est ça, c'est l'échange de temps. La monnaie, c'est une monnaie sociale, en fait, parce que vous parlez de rémunération beaucoup. Si on veut sortir la logique de l'argent, justement, quand on pense à la rémunération, ben c'est ça, c'est des échanges de temps entre des individus ou des individus et des groupes ou vice-versa. Je ne prendrai pas plus de temps, mais c'est un modèle intéressant à regarder, je pense, et puis qui tisse qui sorte d'autres
conséquences positives comme tisser du lien social, sortir les gens de l'isolement, l'exclusion, la lutte contre la pauvreté, bon, etc. Donc, c'est des modèles intéressants. Il y en a d'autres, les selles, il y a toutes sortes de modèles comme ça qui existent. Mais c'est ça, sortez de l'argent un peu. Ça va beaucoup mieux aller. Oui, merci beaucoup. Je ne connaissais pas, mais c'est tout à fait